Diaspora Haïti, c'est toute nouvelle la caille. Et sur Diaspora Haïti TV, nous continuons d'investiguer. Bonjour, depuis le début, on évoque bien évidemment la thèse de ce commando de Colombiens mercenaires qui aurait abattu de 12 balles le président Jovenel Moïse. Mais là, c'est la presse colombienne qui a lancé une véritable grenade en indiquant que le premier ministre haïtien, Claude Joseph, serait l'instigateur, le commanditaire du meurtre du président haïtien. Bien évidemment, la PNH a tout de suite démenti ces informations, mais ce qui nous étonne, le Comte d'Or, vous êtes notre correspondant à Port-au-Prince, c'est que la presse colombienne, par ailleurs, sur la préparation de ce véritable complot pour l'assassinat du président haïtien, semblait quand même bien informée. Ces informations ont été formellement démenties par la Direction générale de la police nationale haïtienne dans un communiqué publié sur son compte Twitter. Cette dernière soutient que les indices et autres informations collectées dans le cadre de l'enquête ne révèlent aucun lien avec le Premier ministre en place. Les journalistes de Noticias Caracol assurent au contraire avoir mis la main sur des appels téléphoniques et des photos liant Claude Joseph aux mercenaires colombiens, sans pour autant publier ces photos. Cette célèbre émission de télévision colombienne soutient que l'assassinat a commencé à être planifié en novembre 2020 au siège d'une compagnie de sécurité privée CTU à Miami en Floride. Parmi les participants à cette réunion, notamment l'Américain d'origine haïtienne James Solage, le ressortissant haïtien Christin Emmanuel Sanon, deux hommes arrêtés ces derniers jours à Port-au-Prince. Toujours selon les médias colombiens, les personnes présentes à cette réunion auraient d'abord planifié d'enlever le président pour placer l'actuel Premier ministre par intérim au pouvoir. C'est au dernier moment que le plan aurait changé et que l'ordre aurait été donné d'éliminer le président. S'il n'y avait pas de plan de fuite pour ces mercenaires, c'est que Claude Joseph leur avait promis protection et travail, soutient Noticias Caracol. Avec cette précision sur les 28 mercenaires, seuls 7 savaient en quoi consistait le plan final. La police nationale haïtienne donne une autre version, comme nous l'expliquait ce jeudi Franz Duval, rédacteur en chef du journal Le Nouvelliste Photo à l'appui. Le directeur général de la police a expliqué qu'une réunion a eu lieu dans un hôtel en République dominicaine où les auteurs intellectuels, financiers, les hommes de main se sont réunis avec d'autres acteurs haïtiens pour planifier l'assassinat du président Jovenel Moïse. C'est ce que dit la parole officielle, note le journaliste. Petit changement, mercredi, le directeur général de la police était tout seul. Le Premier ministre Claude Joseph n'était pas avec lui pour une fois. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder à Bogota, non pas cette fois pour relayer des informations de la presse colombienne, mais une version des autorités colombiennes. Car malgré les différentes zones d'ombre entachant encore la vérité, la Colombie s'évertue à dévoiler des pistes. Selon une déclaration de la police colombienne vendredi, Joseph Félix Badio, un ancien fonctionnaire haïtien du ministère de la Justice, aurait donné l'ordre direct de tuer Jovenel Moïse. Rien que cela. Décryptage avec vous, Benoît Prophète, de notre desk Diaspora Haïti TV. La police colombienne indique ainsi avoir identifié l'ancien fonctionnaire haïtien du ministère de la Justice, Joseph Félix Badio, comme étant celui qui a informé certains mercenaires colombiens que leur mission était d'assassiner le président Jovenel Moïse. Selon le général José Vargas, chef de la police colombienne, Joseph Félix Badio, ex-fonctionnaire du ministère de la Justice, qui a travaillé dans l'unité de lutte contre la corruption avec les services généraux de renseignement, a rencontré 2 mercenaires colombiens à Port-au-Prince. Lors de cette réunion, les ex-militaires colombiens du Berné Capador, tués depuis par la police haïtienne, et Germaine Rivera, qui a été arrêté, ont été informés qu'ils allaient arrêter le président haïtien. Mais quelques jours auparavant, poursuit le chef de la police colombienne, Joseph Félix Badio, informe du Berné Capador et Germaine Rivera que ce qu'ils doivent faire, c'est assassiner le président d'Haïti. La police colombienne n'a toutefois pas précisé si Joseph Félix Badio avait agi sur l'ordre de commanditaire ni les raisons qui l'ont poussé à donner l'ordre de tuer Jovenel Moïse. Posteriormente, en reunión con Joseph Félix Badio y una persona llamada Ascar, Germán Rivera y Duvernay Capador son informados de que se va a arrestar al presidente, supuestamente arresto al presidente de Haití. Se comienza la organización y la planeación operacional delincuencial para hacer esto. Está enterado la empresa CTU Security Service, Emmanuel Sanón y varias otras personas que ya están capturadas. Se trasladan a una casa cercana a la residencia del presidente de Haití. Inician unas labores de entrenamiento delincuencial. Son conseguidos unos vehículos. Se destinan unas personas para que ocupen diferentes posiciones con esos vehículos y de la entrada a la residencia del presidente.
Varios días antes, al parecer 3, Joseph Félix Badio, quien fue exfuncionario del Ministerio de Justicia, que laboró en la unidad de lucha contra la corrupción con el Servicio General de Inteligencia, le indica a Capador y a Rivera que lo que tienen que hacer es asesinar al presidente de Haïti. Là, on avance vraiment, mais pas encore complètement. Il ne faut pas confondre le ou les commanditaires, non encore identifiés officiellement, et celui qui a directement transmis aux assassins l'ordre de commettre le manicide du président haïtien. À Port-au-Prince, le 7 juillet dernier, il y a bien eu un President Gate, mais au fait, Marius Désir, que sait-on sur Joseph Félix Badio? Et c'est la Direction générale de l'unité de lutte contre la corruption, pour laquelle il travaillait, qui évoque ce passé de Joseph Félix Badio, désormais activement recherché par la police nationale d'Haïti. L'institution indique que ce dernier a déjà été l'objet d'une plainte adressée au commissaire du gouvernement, près du tribunal de première instance de Port-au-Prince, en mai 2021. Pour manquement grave aux règles déontologiques auxquelles sont astreints les employés de l'unité. Selon la Direction générale, Joseph Félix Badio a intégré l'institution le 13 mars 2013, et ne fait plus partie de son personnel depuis le 17 mai dernier. Il a été licencié pour les raisons susmentionnées. Après cette nouvelle personnalité soupçonnée d'être impliquée et recherchée, faisons le point avec vous, le Comte d'Or, sur les divers protagonistes présumés dont la plupart font l'objet d'avis de recherche, même si depuis quelques jours, le premier sur lequel vous nous donnez des informations, Christian Emmanuel Sanon, est lui déjà aux mains de la PNH. Autant de personnalités aux rôles différents qui confirment que les mercenaires étaient des hommes de main et que les autres, les organisateurs, tous interconnectés. Il y a tout d'abord le docteur Christian Emmanuel Sanon, présenté comme l'un des cerveaux de l'opération. Le chef de la police nationale d'Haïti, Léon Charles, a déclaré qu'après la mort de Jovenel Moïse, l'un des suspects membres du commando, a téléphoné à Christian Emmanuel Sanon, qui a ensuite contacté 2 personnes soupçonnées d'être également impliquées dans l'organisation du complot. On ne sait toujours pas de qui il s'agit. Les amis de Christian Emmanuel Sanon ont exprimé leur scepticisme quant à son implication dans un complot violent. Il ne semble pas que Christian Emmanuel Sanon, qui a dirigé une série d'entreprises infructueuses aux États-Unis, a déclaré faillite en 2013 et était largement inconnu dans les milieux politiques haïtiens, aurait les ressources ou le soutien politique nécessaire pour monter une telle opération. Indrago Valera est lui un émigré vénézuélan de la région de Miami qui dirige l'entreprise de sécurité CTU Security en Floride. Le chef de la police nationale colombienne, le général Jorge Luis Vargas, a déclaré que la carte de crédit de l'entreprise avait été utilisée pour acheter 19 billets d'avion de Bogota à Saint-Domingue pour les suspects colombiens. Un associé de Christian Emmanuel Sanon a déclaré que l'homme d'affaires a assisté à une récente réunion en Floride avec Indrago Valera, au cours de laquelle une présentation a été faite sur le développement d'Haïti. John Joel Joseph est un homme politique bien connu qui est un opposant au parti Tête Calée auquel Jovenel Moïse appartenait. Il a été élu sous le parti de René Préval et a servi pendant 6 ans. La police affirme qu'il est l'un des 5 fugitifs recherchés de l'assassinat et il l'a décrit comme étant armé et dangereux. La police recherche également Rodolphe Jarre, affirmant qu'il est l'un des 5 suspects en fuite. Rodolphe Jarre utilise le pseudonyme Whisky. Il a été inculpé en 2013 avec 2 autres hommes devant le tribunal fédéral du sud de la Floride pour complot en vue de faire de la contrebande de cocaïne aux États-Unis depuis la Colombie et le Venezuela en passant par Haïti. Il a plaidé coupable et a condamné 46 mois de prison selon des archives judiciaires. Lors de son audience de détermination de la peine en 2015, l'avocat de Rodolphe Jarre a déclaré au tribunal qu'il avait été une source confidentielle pour le gouvernement américain pendant plusieurs années avant son inculpation. Et le Comte d'Or, plus l'enquête avance et plus les suspicions sont lourdes sur la garde présidentielle et son chef, Dimitri Hérard. Dimitri Hérard est quant à lui chef de la sécurité générale au palais présidentiel d'Haïti. Le responsable de la police nationale colombienne a déclaré que Dimitri Hérard s'était envolé pour la Colombie, l'Équateur ou encore le Panama des mois avant l'assassinat et que la police colombienne enquête pour savoir s'il a joué un rôle dans le recrutement des mercenaires en Haïti. Des procureurs cherchent à interroger Dimitri Hérard. Les investigateurs d'Interpol en Haïti ont confirmé que Dimitri Hérard était en contact avec au moins 2 des mercenaires et pour maintenant, il est en isolement à l'IGPNH. Regardons à présent ces reportages de la presse internationale. Dans la résidence de Jovenel Moïse, des agents du FBI mènent l'enquête. Venus apporter leur aide à la police locale, on les voit ici quitter les lieux avec un ordinateur.
Car à Haïti, de nombreuses questions demeurent autour de l'assassinat du chef de l'État et les révélations se succèdent. Selon la version de certains mercenaires actuellement en garde à vue, l'opération aurait été commanditée aux États-Unis. Lo suministrado por los colombianos de, entre comillas, planear el arresto del presidente y ponerlo a disposición, y esto es lo que dicen ellos, ese supuesto arresto de la DEA. Certains mercenaires affirment donc avoir été recrutés pour capturer le président et non pour l'assassiner. L'opération aurait ensuite été planifiée depuis la République dominicaine voisine. Tenemos 3 ciudadanos colombianos que están siendo buscados en este momento, que habrían estado también en Haití y en República Dominicana. Se habrían reunido con una persona de nombre Emmanuel Sanon, que está capturado allá. Christian Emmanuel Sanon serait le cerveau de l'opération et le recruteur des mercenaires. Ce pasteur américain d'origine haïtienne vit à Miami, il clame son innocence. Un ancien sénateur haïtien serait lui aussi impliqué. John Joel Joseph est suspecté d'être le trésorier du complot. Actuellement recherché, il était un virulent opposant à Jovenel Moïse. Les enquêteurs s'interrogent également sur l'apparente facilité avec laquelle les assaillants sont parvenus à tuer en pleine nuit le chef de l'État haïtien. 4 responsables de la sécurité ont été placés à l'isolement. L'assassinat a choqué jusque dans le rang des opposants de Jovenel Moïse. Les Haïtiens l'accusaient d'inaction face à la crise. Ils voulaient le voir juger. Nous demandons l'enquête d'une commission indépendante afin d'arrêter tous ceux qui sont impliqués dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Parce que nous n'avons jamais souhaité son assassinat, le président aurait dû répondre de certains de ses actes devant la justice. Comment expliquer que le président, protégé par ses hommes, soit le seul à avoir trouvé la mort la nuit de son assassinat? Une question de plus, et certainement pas la dernière. Tout un peuple attend la vérité. À ce jour, 21 personnes ont été arrêtées, parmi lesquelles 18 Colombiens, anciens membres des forces spéciales de Colombie. Ils sont soupçonnés d'avoir fait partie du commando ayant exécuté Jovenel Moïse à son domicile. Lors de leur interrogatoire, plusieurs d'entre eux ont assuré que le plan, c'était de capturer Jovenel Moïse et non pas de le tuer. Une version pourtant démentie ce jeudi par le président colombien en personne. Parmi le groupe de Colombiens qui ont été capturés et pour certains tués dans des fusillades avec les autorités haïtiennes, il y a des gens qui, d'après ce que l'on croit savoir, étaient au courant de l'assassinat qui allait être perpétré. Certains de ces hommes ont bénéficié par le passé de formations proposées par l'armée américaine à l'époque où ils étaient dans l'armée colombienne. Le Pentagone l'a confirmé ce jeudi. Les États-Unis qui ont envoyé des enquêteurs du FBI à Port-au-Prince pour apporter un appui technique aux investigations. Mais pas question pour l'heure d'envoyer des troupes américaines sur l'île caribéenne. Le président Joe Biden l'a rappelé ce jeudi. Rassemblés à Port-au-Prince, ces partisans du président Jovenel Moïse ont réclamé que toute la lumière soit faite sur son assassinat. Il convient toujours de ne pas prendre au pied de la lettre les communications officielles, tant on le répète encore, les investigations ne mènent toujours pas aux commanditaires du manicide présidentiel, mais aux lampistes et aux exécutants. Et avec nous pour aller plus loin, Jean-Marie Théodat, bonsoir. Bonsoir, le bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes maître de conférence à l'université Panthéon-Sorbonne en géographie. Vous avez enseigné en Haïti une dizaine d'années, de 2010 à 2019, avec cet assassinat. Est-ce que vous diriez qu'Haïti a franchi un cap supplémentaire dans l'instabilité ? C'est à l'évidence un moment d'une gravité solennelle, parce que c'est non seulement la mort d'un homme, c'est aussi un symbole d'État qui a été atteint. Et la facilité avec laquelle les assassins ont pu perpétrer leur forfait nous amène à nous poser de véritables questions sur la structure même de l'État, sur la structure des services de sécurité chargés d'assurer la sécurité de la personne la plus sacrée finalement au niveau de la République. Donc c'est un point, je ne dirais pas de non-retour, mais qui marque que nous sommes allés vraiment très loin dans l'abîme. Alors on ignore pour l'heure les motivations de ce commando, mais pour vous, qui ça peut être sincèrement? Un crime mafieux commis par des oligarques? L'ambassadeur hier avec Prudence d'Haïti en France nous disait qu'il y a des oligarques, qu'il y a des gangs, on le sait, qui gangrènent la vie des Haïtiens. Une opération étrangère avec la main d'un État étranger contre un État souverain qui est Haïti? C'est-à-dire, il y a tellement de prétendants au titre d'assassin que l'on ne sait pas finalement à qui attribuer le crime. L'insécurité a atteint de tels niveaux qu'aucun citoyen ne se sentait à l'abri jusqu'à ce que le président lui-même tombe sur les balles des assassins. C'est dire que lorsqu'il n'y a pas un état de droit, lorsqu'il n'y a pas de véritable légitimité des dirigeants, il y a une sorte de fragilisation structurelle de l'ensemble de la représentation nationale, et même ceux qui sont chargés d'assurer la sécurité de la personne du président ne se sont pas investis d'un pouvoir suffisamment sacré pour mettre leur vie en danger pour protéger la sienne. Je vous écoute, et vous avez vécu 30 ans en France, vous êtes retourné en 2010 jusqu'à 2019 en Haïti, et quand on vous entend, c'est aussi ce que disent de nombreux Haïtiens. Ils disent que le système est gangréné, que le monde politique est corrompu. Qui fait la loi aujourd'hui en Haïti? Haïti est une sorte de trou noir dans lequel s'engouffrent toutes les structures établies, qu'il s'agisse des structures sociales,
politique, économique. Et dans ce tourbillon, il est extrêmement difficile de savoir qui, en dessous ou dans les coulisses, entretient, on va dire, cet effondrement de l'État. Mais le fait est que, depuis la chute de la dictature en 1987, toutes les tentatives de reconstruction de l'État sur des bases plus stables, plus durables, ont échoué. Et l'assassinat du président de la République, ce qui ne s'était pas produit dans la vie de l'État depuis 1915, constitue un palier supplémentaire dans la déconstruction et la faillite de l'État haïtien. Hier, l'ambassadeur de la République d'Haïti en France, Jean-Josué Pierre, était notre invité lorsque je lui ai demandé quel pays, puisqu'hier il y avait beaucoup de réactions, pourrait aider Haïti. Il a dit le plus proche, c'est évidemment les États-Unis, première puissance mondiale. Mais on sent que les Haïtiens sont très méfiants, qu'ils n'ont pas forcément confiance dans l'administration américaine. Pourquoi ? C'est quand même consternant qu'à chaque fois qu'il y a un problème en Haïti, on se tourne vers l'étranger pour trouver des secours, alors que la plupart du temps, le pays réclame justement la possibilité, c'est-à-dire quand on entend les forces vives de l'intérieur du pays, les gens demandent au contraire la possibilité de s'exprimer et de participer au débat. Ce n'est pas la première fois que le Conseil de sécurité se réunit sur la cause haïtienne. Et toutes les fois que des missions ont été envoyées en Haïti, cela s'est soldé par un échec. Le plus terrible a été l'échec de la MINUSTAH qui, en 2010, a coïncidé avec l'apparition de l'épidémie de choléra en Haïti. C'est dire que nous ne pouvons pas considérer le peuple haïtien comme une sorte de cobaye sur lequel on essaye à chaque fois de nouvelles solutions. Le malade a aussi son mot à dire. Et je pense qu'avant de se tourner vers la communauté internationale, il faudrait voir ce que, entre Haïtiens, nous serions capables de faire pour d'abord déterminer les responsabilités dans l'assassinat du président, pour déterminer également des responsabilités dans la gabegie qui a conduit à ce chaos, et enfin mettre en place de nouvelles institutions qui renforcent l'État. Juste en quelques secondes pour finir, Jean-Marie Théodat, il y a deux mots qui reviennent souvent concernant Haïti, et je pense à un autre pays francophone, c'est le Liban. C'est le mot de malédiction et de résilience. À peine le sang a-t-il séché, à peine qu'il y a une explosion à Beyrouth, qu'on parle de résilience, de malédiction. Que répondez-vous à ceux qui utilisent ces mots ? La malédiction est une bondieuserie pour ceux qui croient au châtiment ou au dernier jour, ça leur appartient. La résilience est une sorte de cache-nez technico-spongieux qui permet en fait de maintenir en état d'apnée des populations auxquelles on ne laisse pas véritablement la chance de décider de leur destin. Ce sont deux leurs qui ne permettent pas véritablement d'y voir plus clair dans la situation d'Haïti et du Liban. Et j'aime beaucoup que vous fassiez ce rapprochement parce qu'il existe en Haïti une communauté libanaise totalement intégrée au reste du pays et qui vit ce déchirement des deux côtés. Et je suis très solidaire de ce qui se passe également dans ce pays ami. Merci beaucoup Jean-Marie Théodat pour votre témoignage ce soir en direct sur TV5 Monde. C'est Désot qu'a mété l'ode. Enfin, malheureusement, ce proverbe ne fonctionne pas vraiment en Haïti. Naoué prochaine fois. Diaspora Haïti, c'est toute nouvelle la caille.